Bonjour à toutes et à tous. Alors imaginez un peu. Une société qui fait des bénéfices, mais qui, légalement, ne paie pas d'impôt sur ses bénéfices. Ça vous paraît fou? Eh bien non, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, le principe, assez fascinant je dois dire, de la transparence fiscale. Alors, on va commencer par une question qui peut sembler un peu provocatrice. On crée une boîte, elle marche bien, elle fait du profit. Le réflexe, évidemment, c'est de se dire, bon, maintenant il faut payer l'impôt sur les sociétés. Mais est-ce que c'est vraiment systématique? Est-ce qu'une société peut, en toute légalité, échapper à l'impôt sur ses propres bénéfices? Eh bien la réponse, et c'est ça qui est assez contre-intuitif, c'est oui, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est grâce à un mécanisme bien particulier qu'on appelle la transparence fiscale. Pour faire simple, c'est un peu comme si la société était une vitre. L'administration fiscale ne s'arrête pas à la vitre, elle regarde directement à travers pour voir qui est derrière, et c'est eux qu'elle va imposer. Ok, alors pour bien piger comment ça fonctionne, on va suivre un plan tout simple en 4 temps. D'abord, on va définir ce fameux principe de transparence. Ensuite, on verra concrètement qui paie l'impôt, donc les associés. Troisième point, et c'est là que ça devient intéressant, on va voir que les règles de calcul ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et pour finir, on mettra les mains dans le cambouis avec un cas pratique chiffré. Allez, on attaque avec le premier point, le cœur du sujet. Une société transparente fiscalement, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, le concept clé, c'est celui d'invisibilité. La société, d'un point de vue fiscal, n'a pas d'existence propre. C'est une sorte de fantôme. L'administration fiscale, elle, ne la voit pas, elle ne s'arrête pas à la personne morale de la société, elle passe au travers pour aller chercher directement les personnes qui se cachent derrière, les associés, que ce soit des personnes physiques ou d'autres sociétés. Et c'est là qu'on voit toute la différence. D'un côté, vous avez la société classique, soumise à l'IS, qui est une personne fiscale à part entière. Elle calcule son résultat, remplit sa propre déclaration et paye son propre impôt. De l'autre, la société transparente, elle est juste un canal, un conduit si vous voulez. Elle calcule bien un résultat, mais elle ne paye rien. La facture fiscale, elle, est directement envoyée aux associés. Bon, si la société ne paie rien, la question logique qui vient juste après, c'est mais alors qui paie? Et comment on calcule ce que chacun doit payer? C'est justement notre deuxième partie. Alors voilà, la règle est simple mais fondamentale. L'impôt est dû par les associés. Et comment on répartit la charge? Eh bien, c'est proportionnel à leur participation dans le capital. Si je détiens 30% des parts, je serai en principe imposé sur 30% du bénéfice. C'est ce qu'on appelle, en jargon fiscal, le mécanisme de la quote-part. Retenez bien ce terme, il est central. Le mécanisme est assez logique, en 3 étapes. Étape 1, la société, même si elle ne paie pas d'impôt, doit quand même calculer son résultat. C'est la base de tout. Étape 2, ce résultat, on va l'imaginer comme un gâteau. On le découpe en parts en fonction du pourcentage de détention de chaque associé. Étape 3, chaque associé récupère sa part du gâteau et l'intègre dans ses propres revenus pour calculer son propre impôt. Alors attention, petit point de vigilance ici. La transparence fiscale, ce n'est pas une option qu'on peut choisir pour n'importe quelle société. La loi est très claire là-dessus. C'est l'article 8 du Code général des impôts qui fixe la liste. Les formes les plus connues, celles que l'on croise le plus souvent, ce sont les sociétés en non collectif, les SNC, et aussi les sociétés civiles. C'est ici que les choses se corsent un peu. On a un seul résultat pour la société, d'accord? Mais, et c'est là toute la subtilité, la manière de calculer la part imposable pour chaque associé peut être complètement différente. Comment c'est possible d'avoir plusieurs calculs à partir d'une seule base? On va voir ça tout de suite. Est-ce que le calcul est le même pour tout le monde? La réponse est un grand non. Et c'est précisément sur ce point qu'un bon manager, un bon gestionnaire peut vraiment faire la différence. Comprendre ça, c'est une clé stratégique. En fait, la règle d'or, elle est là sous nos yeux. Tout dépend de la qualité de l'associé. En gros, de qui il est. Si votre associé est une autre société, elle-même soumise à l'IS, alors pour calculer sa part à elle, on va appliquer les règles de l'IS. Par contre, si l'associé est une personne physique, comme vous et moi, alors on change de règle. On va appliquer les règles de sa propre catégorie de revenus qui, pour une activité commerciale, seront celles des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Bon, la théorie, c'est bien, mais rien ne vaut un bon cas pratique pour que tout devienne parfaitement clair. Alors, on va prendre un exemple chiffré et décortiquer le mécanisme étape par étape. Voilà le scénario. On a une SCNC qui a fait un résultat comptable de 100 000 euros. Cette SCNC a 3 associés. Un associé A, qui est une société soumise à l'IS, une SAS, qui détient 45%, et 2 associés B et C, qui sont des personnes physiques et qui détiennent respectivement 25 et 30%. L'objectif du jeu, calculer la part imposable pour chacun. On commence par l'associé A, la SAS.
c'est une personne morale soumise à l'IS. Et là, on applique la règle qu'on a vue. Pour déterminer sa part, on doit d'abord récalculer le résultat de la SNC comme si elle était elle-même soumise à l'IS. C'est une sorte de calcul théorique juste pour cet associé-là. Donc on part des 100 000 euros comptables, on applique les règles fiscales de l'IS, on réintègre certaines charges qui ne seraient pas déductibles en IS, par exemple, et on arrive à un nouveau chiffre. Le résultat fiscal, calculé selon les règles de l'IS, n'est plus de 100 000, mais de 90 000 euros. Maintenant, c'est facile. La SAS détient 45% de la SNC, on prend notre base de 90 000 euros, on applique 45%, et ça nous donne 40 500 euros. C'est cette somme que la SAS devra ajouter à ses propres bénéfices pour calculer son impôt. Ok, ça c'était pour la SAS. Passons maintenant aux deux autres associés, les personnes physiques. Et vous vous souvenez, pour eux, on change de logiciel, on change complètement les règles de calcul. Comme notre SNC a une activité commerciale, pour ses associés personnes physiques, on va appliquer les règles des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. On repart de nos 100 000 euros comptables, on applique les retraitements propres au BIC, et là, attention, nouveau résultat. La base de calcul pour eux n'est pas de 90 000, mais de 70 000 euros. On peut maintenant calculer la part de l'associé B. Il détient 25%. On prend notre nouvelle base, 70 000 euros, fois 25%, ça fait 17 500 euros. C'est ce montant qu'il devra déclarer dans sa catégorie BIC. Et on termine avec l'associé C qui détient 30%. Même calcul, 70 000 euros fois 30%, ça nous donne 21 000 euros. Et là, on voit bien le résultat final. On est parti d'un seul et même bénéfice de 100 000 euros dans la société, mais à l'arrivée, l'associé A est imposé sur une base de 40 500, le B sur 17 500 et le C sur 21 000. C'est vraiment ça, l'effet concret de la transparence fiscale. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question vraiment stratégique. Cette transparence fiscale, finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est une opportunité pour optimiser ou au contraire une contrainte un peu lourde? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Tout dépend de la situation de chaque associé. Et c'est là que l'analyse et le conseil prennent tout leur sens.